1989, l'école de football Brasserie du Cameroun a été la première structure œuvrant pour la formation des jeunes footballeurs. La prestigieuse Coupe Top est unique en son genre, favorisant la découverte de talents sur l'étendue du territoire et par là même de futurs lions indomptables. Ils marchent ainsi sur les traces de Rigo Berson, Samuel Eto'o, Jérémy Djitap et celles de tous leurs glorieux aînés évoluant sur les terrains du monde entier, faisant notre fierté. Conscients de l'importance de notre mission pour le football et les footballeurs camerounais, nous accordons une attention toute particulière à la scolarité et à l'éducation de nos enfants, afin que demain ils deviennent des hommes responsables, intègres et performants, footballeurs professionnels ou non, mais des hommes éduqués susceptibles de devenir des acteurs à part entière de la vie du Cameroun. L'Académie des Brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Bonsoir à tous, bienvenue à 100% foot sur Equinox Télévision Cannes-Afrique du Sud 2013. La compétition gagne en intensité. Après un démarrage plutôt timide, les premières surprises sont là. Le Cap-Vert, par exemple, s'est qualifié pour les quarts de finale en battant hier l'Angola sur le score de 2-1 et les buts sont de plus en plus au rendez-vous. Et puis, championnat de Ligue, le démarrage est enfin connu. Cette fois, ce sera le 2 février 2013, après plusieurs jours de bras de fer entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et les clubs d'élite, et le consensus est déjà là, même si ces derniers, pour ceux qui sont encore derniers, il faudra s'arrimer à la nouvelle donne, société anonyme à objet sportif, soit 2 mois après le démarrage du championnat au plus tard. Voilà pour le menu de cette édition de 100% foot. Place à présent à nos invités. José Nanga, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau. J'indique d'ores et déjà que vous êtes ancien lion indomptable, vainqueur de la Coupe des champions en 1979 avec l'Union sportive de Douala, vainqueur de la Coupe des Coupes en 1981, toujours avec l'Union sportive de Douala au Nigeria, à Lagos, contre le National Store d'un certain Peter Ofai. Bonsoir encore et merci d'être là. Bonsoir. On nous fait l'amitié d'être ce soir sur ce plateau et certainement vous suivez aussi comme nos téléspectateurs l'actualité qui se passe du côté de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une actualité qui est très passionnante, avec un football assez frais quand même. Et de voir qu'une équipe comme le Cap-Vert, qui nous a malheureusement éliminés, fait un bon parcours. Ça devait quand même faire aussi plaisir aux Camerounais, parce qu'au moins on se dirait qu'on a été éliminé pas par une petite équipe comme on avait pensé au départ, par une équipe qui a quand même un fond de jeu et puis un football, je dirais un football assez puisque c'est pas des gars qui jouent, c'est pas tous des professionnels, il y a deux ou trois professionnels. Je pense qu'on peut s'identifier quand même. Et on voit que c'est toujours avec beaucoup d'émotion et même de nostalgie que les anciens footballeurs jettent un regard sur ceux qui sont encore en activité. L'un des temps forts, c'est certainement cette Coupe des vainqueurs de Coupe en 1981 au Nigeria quand même, à Lagos au Surulere Stadium, où il fallait aller battre le National Store. Avec 110 000 personnes au stade Surulere, c'était pas évident. Et on a ramené cette coupe à Douala, au Cameroun. Et là, je suis fier. En même temps, c'est un peu désolant parce que depuis 1981, on n'en a pas gagné une. Donc, au niveau des clubs, je parle. Et on espère que l'Union sportive de Douala, qui a une expérience de la scène continentale, l'Union qui repart cette année pour conquérir le trophée de la Champions League africaine, peut-être, qui sait, les Nassara Kamakai redonneront ce plaisir au Cameroun. En tout cas, Jojo, merci encore d'être sur ce plateau. Maître Désiré Sikati, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox, bonsoir à tous ceux qui aiment cette émission. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau ce soir. Vous êtes agent de joueur FIFA, mais votre étiquette d'homme de droit, de juriste, nous donnera donc la possibilité ce soir de comprendre davantage ce différent qui a opposé la Ligue de football professionnel au président de club d'élite. Vous savez, ce fameux article 30 des tests qui lie les deux parties. Bon, disons tout simplement que je suis d'abord avocat avant d'être agent de joueur. C'est la raison pour laquelle vous dites que je suis juriste. Bon, si vous me demandez de me prononcer sur tous les contours juridiques de ce quiproquo qui est entre la Ligue de football professionnel, du moins le président et la Ligue de Parce qu'en fait, c'est juste un quiproquo. Oui, bon, c'est un quiproquo, un malentendu aussi peut-être. Bon, je pourrais dire aussi c'est un malheureux cas où des gens ne veulent pas respecter les engagements qui ont été souscrits il y a de cela quelques temps, je pense.
Messieurs, je vous propose donc maintenant d'aller du côté de l'Afrique du Sud pour savoir ce qui s'est passé ce jour dans le groupe B. Vous savez, la troisième et dernière journée de groupe a démarré hier par le groupe A, mais je vous propose de prendre d'abord le groupe B. Le groupe B, le groupe du Ghana. Le Ghana, l'un des favoris de la compétition qui s'est donc qualifié il y a quelques minutes de cela pour les quarts de finale en battant le Niger sur le score de 3-0. Les Black Stars finissent donc premier de leur groupe avec 7 points. On a d'ailleurs vu le capitaine Asamoah Gyan qui retrouve sa forme, qui retrouve donc sa forme à l'occasion de ce match, ce qui veut dire que dans les prochains jours, le Ghana sera l'une des équipes avec laquelle il faudra compter durant les matchs qui restent à disputer dans cette compétition. Dans le même groupe, le Mali se qualifie également après un match nul d'un but partout contre la République démocratique du Congo. Et comme je l'ai indiqué hier, dans le groupe A, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les Bafana ont réalisé un match nul de 2 buts partout contre le Maroc, mais les Bafana ont eu l'avantage. Ils ont désormais 5 points. Et le Cap-Vert a créé donc la surprise. C'est l'une des plus grosses surprises de ce début de Coupe d'Afrique des Nations. Le Cap-Vert qui a battu quand même les Palancas Negras de l'Angola. L'Angola qui est une grande nation de football quand même en Afrique. Eh bien, les requins bleus, petit pousseur de cette compétition, les requins bleus sont venus apprendre. Mais en apprenant, ils apprennent vraiment bien. Ils ont donc battu l'Angola sur le score de 2-1. Jojo et Nanga, vous l'indiquez tantôt, le Cap-Vert était tombeur du Cameroun lors des éliminatoires. On va dire que si les Lions ne sont quand même pas du rendez-vous sud-africain, c'est parce qu'en face, ils avaient trouvé un bon Cap-Vert. Oui, peut-être qu'on les a sous-estimés, peut-être au départ aussi. Vous voyez? Mais en fait, au moment où la surprise est là, parce qu'on ne les connaissait pas. L'équipe du Cameroun aujourd'hui, c'est comme les grandes nations de football, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire et donc le Nigeria, tous ceux qui ont beaucoup de joueurs professionnels à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont déconnectés, je pense, du football africain. Et quand ils ont affaire à une structure, à une équipe comme celle du Cap-Vert, où on n'arrive pas à lire leur football, parce qu'ils ont encore un football presque amateur. Il y a quelques professionnels avec eux, mais les autres, ils jouent en Angola, et d'autres, ils jouent dans des petites clubs. Il faut le dire, le Cap-Vert, c'est à peine 600 000 habitants. 600 000 habitants. C'est donc je peux dire un quartier de la ville de Douala. Il y en a peut-être 200 à Nice, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, ce que j'apprécie avec un pays comme le Cap-Vert au niveau football, c'est qu'ils ont ce qu'on ne fait plus chez nous. J'ai regardé, après le congrès de l'Union, le match amical Unisport contre l'Union. Je vous assure, c'est la première fois depuis 30 ans que je suis parti que je voyais un match au stade de réunification. Et j'ai vu qu'on avait vraiment des joueurs, de très très bons joueurs au niveau national. Et je vous le dis parce que au niveau technique, c'était ma force aussi, vous voyez. Donc j'arrive à voir les joueurs au niveau technique, comment ils évoluent. Et c'est dommage qu'on ne s'appuie pas sur la structure camerounaise, sur le championnat camerounais. Vraiment. Qu'on se base seulement sur les Alors que nous parlons du Cap-Vert, l'avantage des équipes telles que celle-là, c'est aussi le fait que les joueurs, puisqu'ils sont sur place au pays, ils ont le temps de jouer ensemble, de construire une cohésion et de savoir comment se retrouver sur l'aire de jeu. Sur l'aire de jeu. Et puis ils ont aussi, vous savez, quand dans les années 80, je dirais même presque 90, la majorité des joueurs jouaient au pays. C'est-à-dire que, par exemple, à notre époque, les seuls pros, c'était Roger Milla. On avait Roger Milla qui venait tout seul. Et nous, on avait l'ossature était là, c'était l'Union et le Canon. Donc, vous vous rappelez, enfin, vous êtes encore peut-être un peu plus jeune, mais de tous les trophées qu'a gagné le Canon, et l'Union et le Canon faisaient l'équipe nationale. Donc, quand Roger arrivait. Voilà, et c'est après que le tourneur également est venu appuyer un peu tout ça. Après, voilà, c'est ça. Alors, donc, et on avait cet esprit parce qu'on jouait dans toutes les villes du Cameroun. Alors, quand on jouait un match de Coupe d'Afrique ou un match de Coupe d'Afrique des Nations ou un match de club, on savait qu'on avait cette pression. On sentait une véritable arme. En tout cas, on reviendra à vous tout à l'heure, Jojo et Nanga, maître Désiré Sikati dans le groupe A, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, qui tirent leur épingle du jeu en se qualifiant pour les quarts de finale devant l'Angola et le Maroc tout de même. Bon, mais je pense que la seule surprise pour moi, c'est le Cap-Vert, mais je pense aussi qu'il ne faut pas surestimer les qualités du Cap-Vert. Le Cap-Vert est arrivé à ce niveau de la compétition par surprise.
le fait d'avoir éliminé le Cameroun ne veut pas dire que ça vaut circonstance atténuante pour le Cameroun. Je pense que le Cameroun n'a pas tout simplement pris ses responsabilités. Le Cap-Vert est en train de surprendre des gens. Je ne suis pas sûr que dans 2 ans, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on aura la même équipe. Le Cap-Vert a l'avantage qu'on ne la connaît pas et généralement, quand vous jouez contre une équipe qui n'a jamais rien prouvé sur le plan continental, bon, vous avez quand même tendance à sous-estimer cette équipe-là. Donc je pense que c'est ça l'avantage du Cap-Vert. Elle est sous-estimée et puis elle parvient à surprendre. Mais je pense aussi que le Cap-Vert, quand vous regardez bien l'équipe du Cap-Vert, elle ne fait pas le jeu. Disons, elle a 40% des ballons, mais elle a un atout physique qui est très important parce qu'elle parvient à épuiser physiquement ses adversaires qui, à force d'essayer de marquer, ne parviennent pas à marquer. Donc, quand vous regardez les joueurs du Cap-Vert, ils sont assez robustes et je pense que c'est ça la clé déterminante du résultat. Mais seulement, la question que je me pose, c'est est-ce que le Cap-Vert qui a joué comme ça aujourd'hui, demain, lorsqu'on arrivera dans la phase suivante, c'est-à-dire la phase des éliminations directes, est-ce que le Cap-Vert que tout le monde attendra maintenant au tournant sera capable de reproduire le même exploit? Bon, attendons de voir parce qu'on ne peut pas... Mais notre les Eurocicati, c'est quand même plusieurs matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Le Cap-Vert, ça fait 3 matchs et puis c'est plusieurs mois d'éliminatoire. Non, mais tout à l'heure, vous avez dit que l'Angola, c'est c'est une grosse équipe quand même sur le continent. L'Angola n'a jamais rien gagné en Afrique. L'Angola n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. Quand vous regardez le palmarès des clubs angolais en Coupe d'Afrique, dans la Coupe des clubs... C'est les clubs en compétition africaine. Enfin, ils ont des clubs en compétition africaine qui font quand même de belles prestations. Bon, ils font de belles prestations, mais je dis qu'ils ne gagnent pas. Quand vous faites une comparaison entre les clubs égyptiens, les clubs soudanais, les clubs nigérians et même les clubs congolais, vous vous rendez compte que ces clubs-là, il y en a plusieurs qui n'ont pas autant d'argent que les clubs angolais, mais qui donnent quand même meilleurs résultats. Donc je pense aussi que l'Angola, franchement, n'est pas un cadeau du football africain. L'Angola ne peut pas être au même niveau que la Côte d'Ivoire, que l'Égypte, que le Nigeria, que le Ghana, que le Cameroun. Mais donc, par rapport au Cap-Vert quand même. Non, mais je veux dire, pour moi, l'Angola n'a pas beaucoup de kilomètres de distance par rapport au Cap-Vert. Vous voyez un peu. La seule différence, c'est que le Cap-Vert, c'est un pays qui, malheureusement, vu le nombre de ses habitants, n'a pas la possibilité d'avoir des grands joueurs tout le temps. Donc, il peut arriver un moment dans la vie, dans le football d'un pays où vous avez quand même quelques joueurs qui émergent. Vous voyez. Donc, quand je dis il faut attendre de voir, c'est parce que bon... Donc, pour vous, ce n'est pas un exploit que réalise la... Non, c'est un exploit, mais seulement il ne faudrait pas surestimer cette équipe. De là à essayer de la mettre au même niveau que le Cameroun ou bien à justifier l'élimination du Cameroun. Moi, je pense que si le Cameroun avait été une équipe organisée, une équipe concentrée, qui prenait en main ses responsabilités, le Cap-Vert, malgré ce qui se passe aujourd'hui, n'aurait pas... Alors, est-ce que, parlons du Cap-Vert, c'est de la surestimation que de saluer quand même sa qualification pour les quarts de finale devant l'Angola? Non, c'est dommage, maître, de réduire le Cap-Vert vraiment comme ça. Moi, je pense que c'est mérité quand même ce qu'ils ont fait. Dire qu'ils se sont qualifiés contre le Cameroun parce qu'ils ont été sous-estimés, je ne crois pas. Parce que moi, j'ai vu le match. On ne peut pas reprocher aux joueurs du Cameroun le manque de concentration. C'est des professionnels. On fait comme si quand les gars ils arrivent non, mais même en équipe nationale, comme s'ils s'en fichaient. Je vous jure que non, ils ne s'en fichent pas. C'est que voilà, dans notre équipe aujourd'hui, l'équipe du Cameroun, bon, c'est pas à l'heure du jour, peut-être aujourd'hui, hein, mais on a un problème au niveau technique des joueurs individuels. Moi, j'ai vu le Cap-Vert, je vous assure que leur qualification, ils n'ont pas volé, et ils ont gagné, vraiment, ils méritaient, c'est mérité. Alors, dire qu'ils se sont qualifiés contre nous parce qu'on les a pris pour des petits, je crois que là, c'est pas très sympa. Et puis, quand vous regardez les compétitions, quand vous regardez les performances du Maroc, vous vous rendez compte que depuis un certain nombre de Coupes d'Afrique des Nations, le Maroc est toujours éliminé au premier tour. Vous voyez, le Maroc n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud en a gagné une parce qu'elle s'organisait sur son sol. Aujourd'hui, elle joue encore sur son sol, elle est favorite. Donc pour moi, je pense que la seule équipe qui pouvait être un peu qualifiée d'épouvantail de la pôle, pour moi, c'est l'Afrique du Sud et dans une certaine mesure
challenger le Maroc, qui a quand même des joueurs qui évoluent dans des championnats de haut niveau en Occident, mais qui ont aussi... notamment en France. Voilà, qui ont aussi l'inconvénient d'être des jeunes joueurs qui sont encore en phase d'apprentissage. Et puisque nous parlons des petits poussés de cette Coupe d'Afrique des Nations, des équipes qui surprennent depuis le démarrage de la compétition, après le Cap-Vert, je vous propose d'évoquer le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui fait sa sortie demain, sa troisième sortie demain dans le groupe C contre le Nigeria, les Super Eagles qui seront donc face à l'Éthiopie. Et l'Éthiopie a donc donné une conférence de presse ce jour du côté de l'Afrique du Sud. Je vous propose donc d'écouter Zenet Bichot, le sélectionneur de l'Éthiopie, qui se considère quand même, on va dire, en bonne position, contrairement au Nigeria qui est quand même le favori de ce match. Et d'après Zenet Bichot, le sélectionneur de l'Éthiopie, ce sont les Super Eagles qui ont la pression en ce moment. Nous avons déjà ouvert une nouvelle page de l'histoire du football éthiopien, déjà en nous qualifiant. Et puis, vous pouvez savoir aussi que depuis 37 ans, c'est la première fois que l'équipe d'Éthiopie a marqué un but en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Là aussi, ça fait partie de l'histoire de notre football. Nous allons nous battre, n'est-ce pas, pour partir en quart de finale, pour ouvrir encore une nouvelle page, deuxième peut-être après notre qualification, pour que le peuple éthiopien aujourd'hui soit fier de nous, fier de notre football. La pression est beaucoup plus sur les Nigérians. Eux, s'ils font match nul avec nous, ils sont hors de la compétition, ils n'iront pas en quart de finale. Les Nigérians, demain, iront à 100% pour gagner et ils défendront aussi à 100%. Mais le fait de vouloir attaquer à 100% ouvrirait des espaces derrière qui permettraient peut-être à nos jeunes de s'infiltrer et pourquoi pas marquer des buts. Donc, mon slogan, c'est vraiment le football. Il faut jouer au football. Et ma mission, c'est faire en sorte que le beau football s'épanouisse. Il faudrait que les jeunes s'éclatent, que les jeunes jouent au football dans le sens noble du terme. Et je vais demander à mes joueurs demain de jouer leur football, de mieux se comporter sur le terrain et que le meilleur gagne. Voilà Zenet Bichot, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Éthiopie. L'Éthiopie qui fait sa troisième sortie demain dans le groupe C contre les Super Eagles du Nigeria. Vous voyez ce match gagné d'avance, le jeu Nanga pour les Super Eagles du Nigeria face à l'Éthiopie? Oui, c'est comme tous les matchs, hein, il faut les jouer. On ne peut pas jouer un match d'avance. Le problème avec le Nigeria, puisque de toute façon l'entraîneur il est en train de faire son métier, c'est un peu d'intox, c'est un peu de... dire qu'ils ne sont pas favoris. Alors, donc, mais je pense que l'Éthiopie, parce que je les ai vus jouer aussi, l'Éthiopie peut faire une surprise. Devant le Nigeria qui n'est tout de même pas étincelant. Non, mais je les ai vus deux points, voilà, deux sorties de match. Deux matchs, voilà. Donc, sur un match, tout peut arriver. Donc, moi, je pense que l'entraîneur, il a raison de croire en ses chances. Mais moi, ce que j'aimerais pour les entraîneurs aussi, c'est de dire qu'ils vont pour gagner. Pas essayer de dire que nous, on va attendre, que les autres, ils vont faire ceci. Ce n'est pas une science exacte, le football. Vous savez, c'est aussi une bataille, ça se joue aussi sur le plan psychologique. C'est match-là. Et médiatique aussi. L'Éthiopie qui revient mettre Désiré Sikati, 37 ans, après sa première participation à une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Éthiopie qui revient donc reconquérir sa place parmi les nations africaines de football. Bon, reconquérir sa place tout d'un coup comme ça, je pense que ça va être difficile parce que quand on a été absent de la grande compétition africaine de football pendant plus de 30 ans et qu'on revient, je pense que la première chose qui doit préoccuper l'Éthiopie, c'est de faire une bonne prestation. L'Éthiopie a bien commencé par un match nul contre la Zambie, un but partout. La Zambie est tout de même le champion d'Afrique sortant. Par la suite, ça a été difficile contre le Burkina, qui avait compris que l'Éthiopie était une équipe qu'il fallait prendre au sérieux, et l'Éthiopie a perdu par 4-0. Donc je pense que si l'Éthiopie veut vraiment revenir totalement sur la scène internationale, il va falloir rester concentré, il va falloir démontrer que ce n'est pas le fait du hasard que d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut cravacher dur, mais vous savez, le Nigeria, c'est une équipe qui certes a des jeunes joueurs qui sont en train d'apprendre la compétition, c'est une équipe qui a été renouvelée à 70%, mais il n'en demeure pas moins que les grandes équipes sont des grandes équipes. Même quand elles jouent avec des joueurs jeunes, sont des joueurs qui ont la capacité de s'aguerrir rapidement, c'est-à-dire qui au bout de 2 matchs ont pratiquement l'état d'esprit des grands joueurs nigérians qu'on a connus, Rachidi Yekini, Stephen Keshi et tous les autres, Amonik et tous les autres. Donc je pense que
L'entraîneur éthiopien que je viens d'écouter, il a été mesuré dans ses propos parce que ce serait pour moi un peu prétentieux de vouloir jouer au même niveau que le Nigeria, sachant que, parce que vous avez vu ce qui s'est passé contre le Burkina, ils ont compris que le Burkina n'avait pas le même nom que la Côte d'Ivoire, que le Ghana, que le Nigeria. Bon, ils ont essayé d'ouvrir le jeu en essayant de marquer très tôt, mais le Burkina Faso, qui a des joueurs expérimentés, a réussi à retourner la situation très vite et à la fin, on s'est retrouvé avec un score lourd de 4-0. Donc je pense que c'est la leçon que cet entraîneur a tirée et désormais, il veut jouer la carte de la prudence pour une équipe qui, pendant 30 ans, n'a pas été sur la scène footballistique africaine. Je pense que c'est un comportement mesuré et sage. Et là, dans ce groupe C, c'est quand même l'une des grosses déceptions de cette Coupe d'Afrique des Nations du moins, depuis le début. La Zambie, tenante du titre, qui a raté son entrée carrément. La Zambie n'a que 2 points, 2 sorties, 2 matchs nuls. La Zambie jouera demain contre le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est leader de ce groupe C avec 4 points, Jojo Inanga. Oui, mais c'est que la Zambie, la dernière fois où ils ont gagné, il y avait la surprise, comme disait Maître, pour un niveau moindre avec le Cap-Vert. Maintenant, on les attend. Donc toutes les équipes savent que c'est les champions. Là, quand vous affrontez la Zambie, vous affrontez donc le champion. Et le Burkina a quand même des joueurs devant, comme l'attaquant René, voilà, qui vont très vite, qui va très vite. Et je pense que, à mon avis, bon, si on n'est pas là pour faire des pronostics, mais je pense que le Burkina passera devant la Zambie. Et c'est encore ouvert dans ce groupe. Tout le monde peut encore se qualifier, même l'Éthiopie. L'Éthiopie a 1 point en cas de victoire, par exemple, de l'Éthiopie demain et de défaite soit du Nigeria ou de la Zambie. L'Éthiopie pourrait bien tirer son épingle du jeu et créer également une surprise comme le Cap-Vert a fait tout à l'heure. Là. Donc moi, c'est pour ça. Donc moi, je pense que c'est un groupe qui est très ouvert et que, comment ça s'appelle, le Burkina Faso a toutes les chances demain de battre quand même la Zambie. Ouais. Pour la qualification, moi je pense que les Nigérians et le Burkina Faso ils peuvent passer. Nigeria, Burkina Faso, vous voyez ça, des qualifiés 100% Afrique de l'Ouest. Oui. De toutes les façons, on attend de voir demain. Parce que le Burkina, non mais le Burkina, c'est vraiment la surprise, le Burkina. Ça, c'est vrai. Moi je les ai vus jouer la dernière fois, je vous assure, c'est régal. Parce que honnêtement, je ne connaissais pas grand monde là-dedans. Et à part donc la Petroca et puis celui de Lorient, je ne sais pas comment il s'appelle, ils ont un attaquant Alain Traoré. C'est 2 joueurs, ils ont 2 flèches devant qui vont assez vite. Donc pour moi, la surprise dans ce groupe-là, c'est le Burkina Faso. Et ils ont aussi eu le temps d'apprendre, peut-être pas d'apprendre, mais de se mettre en retrait et de se reconstruire les Burkinabés. Le Burkina Faso qui avait quand même fait une belle prestation lors de la dernière Coupe d'Afrique qu'il organisait sur son sol. Le Burkina Faso qui a été absent par la suite de plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et qui revient en 2013 avec carrément transformé, carrément métamorphosé Maître Désiré Sikati. Oui, mais moi, je ne suis pas surpris parce que le Burkina Faso fait partie des équipes que je pourrais qualifier les équipes moyennes en Afrique, c'est-à-dire après les meilleures équipes comme l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, on a des équipes intermédiaires parmi lesquelles le Burkina Faso. Vous voyez, dans le Burkina, malgré le fait de n'avoir pas participé à autant de Coupes d'Afrique des Nations comme le Nigeria par exemple, a quand même eu l'avantage d'être souvent là et d'apprendre. Et vous voyez, quand vous regardez, l'équipe qui aujourd'hui joue pour le Burkina, c'est une équipe qui a été mise sur pied par Paolo Duarte. Le Burkina avait compris que même en perdant pendant les qualifications de la Coupe du Monde, le Burkina avait perdu par des lourds scores contre la Côte d'Ivoire. Ils ont compris que ce n'était pas une raison de découragement. Ils ont continué à travailler. Et quand vous regardez l'effectif qui est là aujourd'hui, c'est pratiquement 90% des joueurs qui hier apprenaient contre la grande sélection de Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'en jouant contre la Côte d'Ivoire, en l'espace de 2 années, ils ont joué des matchs cruciaux en éliminatoire de Coupe du Monde et de Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire, je pense 2 fois. Oui, 2 fois. Et à chaque fois, c'était quand même des scores un peu lourds. Mais ils ont compris qu'il ne faut pas se décourager, il faut travailler. On peut perdre contre les grandes équipes et être en mesure de battre les équipes moyennes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Éthiopie est tout à fait capable, le Burkina est tout à fait capable de battre l'Éthiopie et même capable de battre la Zambie qui est championne d'Afrique. Parce que bon,
En dehors de ça, ils ont quand même des joueurs qui, bon, ne sont pas forcément des joueurs de grands championnats. Ils ne jouent pas tous dans les grands championnats. Il y en a qui jouent dans les clubs moyens, mais ils ont l'expérience du football international. Et je pense que ça compte beaucoup. Et il y a donc des équipes qui travaillent, malgré parfois leur absence de la grande scène du football continental. Le Burkina Faso, vous l'évoquiez tout à l'heure. Le Cap-Vert, je voudrais que l'on revienne sur ce Cap-Vert qui vient pour la première fois jouer une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cap-Vert qui s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Angola hier sur le score de 2-1. Ce Cap-Vert donne de l'espoir au football africain. Ce Cap-Vert donne l'envie de faire un zoom sur lui. Et RVK n'a pas hésité de le faire. La CAN 2013 livre son lot de surprises, parmi lesquelles la surprenante équipe du Cap-Vert. Pour sa première participation à une phase finale de la CAN de football, le Cap-Vert a déjoué tous les pronostics. Logé dans la poule A en compagnie des réguliers de la CAN, comme le Maroc, l'Angola et surtout le pays organisateur, l'Afrique du Sud, on ne vendait pas cher la peau des requins bleus avant cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Contre toute attente, la sélection du Cap-Vert a d'abord tenu tête au Bafana Bafana devant le public au match d'ouverture au National Stadium de Joburg. Dans ce match, le Cap-Vert garde ses cages inviolées. Dans sa deuxième sortie, le bleu des Bleus s'accroche sur les Lions d'Atlas, mis au tapis par la fougue des requins bleus du Cap-Vert. Avec l'opportunité pour Ryan Mendes, peut-être le premier but. Et c'est 1-0 pour le Cap-Vert. Superbe réalisation du Cap-Vert suite à une erreur d'un joueur marocain qui a redonné ce ballon au Cap-Verdien. Ils sont partis immédiatement vers l'avant grâce à Ryan. Obsédé par une qualification qui se profile à l'horizon pour le second tour, le Cap-Vert a saisi sa chance en mettant KO l'Angola. C'est un espoir retentissant pour les petits poussins de ce tournoi déterminé à s'inscrire au palmarès de la CAN de football. Le Cap-Vert aura lutté de bout en bout dans la poule A, terminant à égalité de points avec l'Afrique du Sud, 5 points. En 3 matchs, le Cap-Vert a marqué 3 buts et encaissé 2. Il n'est pas sauvé. La frappe et le but du Cap-Vert. Incroyable. Le but d'Elton. Vu ce parcours, le bourreau du Cameroun aux éliminatoires n'avait pas menti. Qui offre une belle opportunité. Le Cap-Vert, les requins bleus du Cap-Vert, RVK aime bien le souligner, tombeur du Cameroun lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui bat son plein et qui gagne en intensité du côté de l'Afrique du Sud. Mais le Cap-Vert doit aussi ses performances dans cette compétition et même aux éliminatoires. Et il y a un gros travail qui est abattu depuis la base par un homme, Lucio Antunes, ce sélectionneur du Cap-Vert qui est en place depuis 2010. RVK une fois de plus. Si le Cap-Vert est entré dans la légende du football africain avec sa qualification pour les quarts de finale historiques pour une première participation à une phase finale de la CAN, c'est grâce à un homme, son entraîneur sélectionneur, Lucio Antunes. Aujourd'hui, dans ce pays de 500 000 habitants, son nom est sur toutes les lèvres. Il est devenu l'idole de toute la nation. Ulysses Indalecio Silva Antunes, dit Lucio Antunes, est arrivé à la tête de l'encadrement technique des requins bleus du Cap-Vert en août 2010, après le départ du Portugais João de Deus. Et depuis 3 ans, le natif de Praia a battu une équipe capable de tutoyer les gros calibres du football continental. Âgé de 46 ans, cet opérateur aéronautique est un passionné de football. Lucio Antunes, surnommé par ses fans El Pequeño Mourinho, le petit Mourinho africain, a bénéficié de quelques jours de stage au centre Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, où il a observé les séances d'entraînement du coach madrilène José Mourinho peu avant le coup d'envoi de cette CAN en Afrique du Sud. Lucio Antunes avait remporté les Jeux de la Lusophonie 2009 avec la sélection des U21 du Cap-Vert. Lucio Antunes, qui est convaincu que son équipe va bonifier son jeu, est en train de marquer d'une pierre blanche son entrée dans cette compétition. Avec un joueur, un grand absent de cette... Jojo Inanga, un grand entraîneur de football, est peut-être en train de mettre quelque part au Cap-Vert. Oui, en plus il est aussi en confiance. Je pense que c'est un gars qui, quand je ne connais pas le il a un bon modèle, José Mourinho. Donc on voit c'est quelqu'un qui est passionné.
C'est la première fois que je vois un entraîneur après une victoire qui court avec un drapeau quand même. J'ai jamais vu ça. Ça veut dire que ce gars, en étant entraîneur, il est encore l'âme de joueur. C'est-à-dire que, même des supporters, je dirais. Voilà. Et il doit travailler dans des conditions, je pense, beaucoup plus tranquilles que les entraîneurs chez nous. Hein? Parce que c'est pas évident. C'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure. Hein? Il a son effectif avec lui sur place. Il compose avec eux quand il veut. Voilà. C'est des garçons qui évoluent ensemble. Il est devenu carrément un aîné et même un parent pour ces jeunes enfants. Évidemment. Donc, est-ce que c'est un modèle? Moi, je pense que le Cap-Vert est à son niveau là maintenant, à ce niveau de travail. On ne peut pas comparer avec les grands pays. Mais c'est aussi légitime parfois de saluer la victoire d'une équipe aussi à travers son entraîneur, Jojo Enanga. Évidemment, évidemment. C'est l'entraîneur c'est comme un chef, hein, dans un chef étoilé. C'est lui qui dirige toute la cuisine. Mais sauf que beaucoup d'entre eux se désistent souvent lorsque il n'y a pas la victoire. Hein. Quand il y a la victoire, on dit voilà, il n'y avait pas les conditions, c'est la Fédé, c'est le ministère, ce sont les joueurs qui n'ont pas été bons. Mais quand ils gagnent, ils aiment bien s'approprier la victoire. Oui, mais en même temps, on ne peut pas travailler au Cap-Vert comme on travaille au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un pays qui a quand même gagné, qui a eu beaucoup de victoires. Et donc, on est en attente. Il y a eu un passage de grands joueurs, de beaucoup de grands joueurs dans ce pays. On est un pays de football. On est le Brésil de l'Afrique. Bon, peut-être que vous allez peut-être me dire que j'exagère. Hein? Mais on a quand même un nom dans ce pays. Donc, être entraîneur du Cameroun, c'est pas n'importe quelle carte de visite. Vous voyez? Donc, c'est facile pour ce gars de travailler avec le Cap-Vert parce qu'il va travailler tranquillement qu'un entraîneur qui vient, que ce soit à Kono ou un autre. Maître Désiré Sikativo, qui est agent de joueur FIFA, et je suppose que même les entraîneurs passent parfois dans votre moule. L'Afrique n'est pas à ses côtés, du moins au niveau de ses entraîneurs, sur la bourse des marchés des transferts. Mais là, on voit que depuis un certain nombre d'années, il y a la jeune génération qui est en train de monter en puissance. Oui, mais je pense que la première chose qui fait en sorte qu'un entraîneur puisse gagner en cote, c'est la qualité des résultats. Quand un entraîneur gagne, quand il a une équipe qui gagne généralement, bon, forcément, lui aussi, il est bien coté. Et puis, il a, disons que sa valeur sur le plan sportif, elle augmente. Les entraîneurs africains n'ont pas la chance de travailler sur un continent où le championnat est aussi développé et bénéficie de gros financements comme en Europe. Dont le championnat ne peut pas être aussi compétitif. Ils sont dans l'ombre? Non, ils ne sont pas dans l'ombre. Disons tout simplement que leurs différents championnats ne sont pas... Non, disons en Afrique, ils ne sont pas dans l'ombre. Mais par rapport quand vous arrivez en Europe, vous vous rendez compte que généralement, on ne connaît pas les entraîneurs africains qui travaillent sur le continent. Encore qu'il n'y en a pas qui travaillent sur le continent européen. Donc, les seuls qui sont peut-être connus, c'est... il y en a quelques-uns, hein. Il y en a plusieurs même. Les entraîneurs africains qui travaillent sur le continent. Qui travaillent dans des clubs, qui travaillent moi, je ne connais pas non plus. Je ne connais pas d'entraîneur africain qui officie dans un club européen. Par contre, j'en connais plein d'entraîneurs européens et américains, sud-américains surtout, qui travaillent en Afrique. Donc, je pense tout simplement que la première clé qui fait en sorte que le football évolue, c'est d'abord l'argent. Si le jour où on parviendra à mettre beaucoup d'argent dans le football et à créer des centres de formation... Vous n'avez pas cherché loin. Vous pouvez prendre le cas de Jacques Songo ou de Thomas Kono avec leur expérience en Espagne. Ce sont, certes, peut-être ils sont avec des gardiens de but, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des entraîneurs. Non, quand on parle d'entraîneur, on parle de celui qui a la responsabilité de l'équipe. De l'équipe. Voilà, c'est ça, l'entraîneur. On sort de l'entraîneur portugais, vous prenez l'exemple de Kono et Songo. On ne parle plus la même chose, là. On parle des adjoints. Par contre, il fut une époque où Paulo Duarte, il était entraîneur d'un club en Ligue 1, le nom m'échappe un peu, en même temps qu'il était entraîneur de l'équipe du Burkina Faso, vous voyez. Donc ça veut dire que les entraîneurs occidentaux, ils ont une cote tellement élevée qu'il y a des moments où ils peuvent se retrouver en train de coacher sur deux continents. Et même les Sud-Américains aujourd'hui, ça monte de plus en plus, hein, avec notamment les Brésiliens. Oui, mais quand vous regardez tous les pays, disons tous les pays non africains qui ont des entraîneurs en Afrique, vous vous rendez compte que c'est des pays qui ont une équipe nationale qui se porte très bien. C'est des pays où le football national également est bien élevé. Hein, vous voyez, en Afrique aussi, vous allez constater que les pays africains qui ont un niveau de football élevé ont aussi des entraîneurs qui sont au devant de la scène. Quand vous voyez Stephen Keshi aujourd'hui n'arrive pas à la tête de l'équipe du Nigeria par hasard, il a quand même été entraîneur du Togo, il a été entraîneur du Mali, il a quand même réussi à se faire une carte de visite. Aujourd'hui, il est entraîneur des Super Eagles, dont je pense que c'est mérité.
En fait, je voudrais tout simplement dire que quand bien même on est entraîneur africain, si on travaille bien dans son coin, si on a des résultats, on va forcer la main par sa carte de visite à ceux qui ont la responsabilité de choisir les entraîneurs en Afrique. Vous voyez un peu. Quand un entraîneur africain est capable de produire des bons résultats, autant qu'un entraîneur, surtout celui qui a fait ses preuves. Parce qu'il ne faut pas aussi rester dans son coin et dire on a le droit d'être entraîneur d'une équipe du simple fait qu'on appartient au pays dont appartient l'équipe. Il faut travailler, faire ses preuves comme l'a fait par exemple Keshi. Ouais. Ça, c'est une façon pour moi d'interpeller les entraîneurs camerounais. Oui. Ouais, un peu, parce que je suis content quand j'entends dire qu'un entraîneur camerounais a gagné la Coupe des clubs avec le club congolais, qu'un entraîneur camerounais est sorti champion du Tchad. Ça me plaît. Mais par contre, je suis mécontent quand je me rends compte qu'il y a quand même une certaine frange d'entraîneurs qui ne sont pas en activité, mais qui ne pensent qu'à l'équipe nationale. Vous voyez un peu, ça devient un peu les nommés pour moi. Ça ne repose pas sur des conditions, sur des bases solides. C'est un peu du chauvinisme. Un entraîneur, ça ne se nomme pas parce que soit on a une couleur de peau précise, ça se nomme parce qu'on a produit des résultats, parce qu'on a une carte de visite qui est énorme. Et un entraîneur, c'est celui-là aussi qui a la main sur son équipe et qui sait justifier ses choix et expliquer aux joueurs pourquoi il ne les aligne pas à tel poste et pourquoi il préfère tel joueur à lui. C'est le cas de Sabri Lamouchi qui a pris une décision forte et une décision salutaire d'ailleurs avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et on va aussi saluer Didier Drogba en tant que leader qui a accepté cela. Il a préféré le groupe à sa personne. Didier Drogba qui n'était pas titulaire lors du dernier match de la Côte d'Ivoire dans le groupe D, Côte d'Ivoire-Tunisie. Les éléphants s'étaient imposés sur le score de 3-0. Mais le capitaine ivoirien n'était rentré que lors des 10 dernières minutes de cette rencontre. Didier Drogba, RVK. Pour certains, ça paraissait comme un canular. Mais pour Sabri Lamouchi, le coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, le capitaine, devait démarrer le match contre la Tunisie sur le banc des remplaçants. Informé par le coach franco-tunisien sur ses choix à la veille de ce match, le joueur champion d'Europe avec Chelsea n'a pas fait exploser le vestiaire des éléphants de Côte d'Ivoire. Conscient de son rôle de leader au sein du groupe, Didier Drogba n'a pas fait de cette décision une humiliation pour sa personne. C'est d'ailleurs lui, en sa qualité de capitaine, qui a dirigé l'échauffement des joueurs titulaires du match. Il va jouer son rôle jusqu'au bout, sans éclat de voix, tout ceci dans le seul but de maintenir la solidarité du groupe. C'est une preuve d'humilité et de grandeur de la star ivoirienne. Didier Drogba, qui est proche d'une retraite internationale, ne fait pas ombrage à la nouvelle génération qui a besoin d'un temps de jeu considérable pour gagner en confiance en sélection nationale. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, qui passe le témoin aux jeunes, donne la leçon à ceux qui s'étripent ailleurs pour le brassard de capitaine, mettant entre parenthèses l'intérêt du groupe. Belle leçon de football et de fair play que celle prônée par Didier Drogba et son sélectionneur Sabri Lamouchi. Jojo Inanga, oui, j'imagine que c'est l'un des actes qu'il faudra retenir de cette oui, là, sur mon coup de cœur, c'est justement donc, la séquence Côte d'Ivoire avec Sabri Lamouchi et Drogba. Oser, comme il a fait Sabri Lamouchi en Côte d'Ivoire, de mettre comme remplaçant Didier Drogba. Je ne sais pas si au Cameroun, un jour, on rêve un jour d'avoir Samuel Eto'o sur le banc de touche. Mais et là, ce qu'il a fait... Ça peut arriver parce que Samuel peut se blesser aussi. Ah oui, mais oui, en cas de blessure. Moi, je lui souhaite pas la blessure à Samuel. Donc voilà. Mais et que Drogba, ce grand monsieur, a accepté la décision de l'entraîneur, une décision tactique, pour le bien du groupe et de l'équipe, je trouve que c'est formidable. Vraiment, pour moi, c'est le coup de cœur de la CAN jusqu'à maintenant. Voilà. Maître Désiré Sikati, lorsque Sabri Lamouchi a annoncé ses choix, même la presse, je vous avoue que même la presse croyait un canular. On se disait, mais attention, Didier Drogba, le leader des éléphants de Côte d'Ivoire, sans lui, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir face à la Tunisie? Va-t-il l'accepter? Sabri Lamouchi a-t-il bien nourri sa décision? Et que, voilà, on a vu qu'il a été concret sur ses choix. Didier Drogba l'a également accepté. Non, mais je pense que le premier mérite de Sabri Lamouchi, c'est son courage. Quand vous êtes entraîneur, il faut avoir le courage de dire à un joueur, fut-il un joueur emblématique dans l'équipe, s'il n'a pas le niveau de la compétition, de lui dire, bon, pour un temps, tu vas t'asseoir sur le banc de touche, jusqu'à ce que tu puisses avoir le même niveau que les autres.
Donc je pense à la première chose qu'il faudrait féliciter en lui. De deux, je pense que Sabri Lamouchi, malgré son jeune âge, il a quand même l'avantage, il connaît déjà l'équipe de Côte d'Ivoire, il est arrivé, ça fait pas longtemps, il est capable de mettre Didier Drogba sur le banc de touche et la Côte d'Ivoire parvient quand même à gagner par 3-0. Ça veut dire qu'il a compris que Didier Drogba, il n'est pas incontournable. Et aussi, ça va amener les autres joueurs à se surpasser parce qu'ils comprendront que désormais, on met tout le monde sur le même. Il n'y a pas de place de gagner. Hein. Voilà, les places ne sont pas gagnées d'avance. Et vous savez, dans une équipe, ce qui fait en sorte que l'équipe soit performante, c'est la loi de la concurrence. Si vous avez des joueurs qui sont persuadés qu'ils auront une place en dépit de la médiocrité de leur performance, vous pouvez être sûr que ceux qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour jouer, ils ne feront pas d'efforts. Mais s'ils sont... Vous croyez que c'est quelque chose que l'on pourrait expérimenter au sein des Lions Nantables? Oui, mais il faudrait déjà penser à expérimenter ça, sauf que chez nous, malheureusement, on a souvent l'impression que les dirigeants, les entraîneurs n'ont pas toujours le courage de Sabri Lamouchi. On a quand même l'impression que chez nous, c'est souvent les joueurs qui disent aux entraîneurs ce qu'ils doivent faire. On a vu ça pendant la Coupe du Monde 2010. On a encore vu ça avec tous les entraîneurs qui sont passés après. Je veux parler de Denis Lavagne, je veux me parler aussi même de sélectionneur actuel, Jean-Paul Lacono. Sélectionneur actuel. On se rend quand même compte que bon, il y a certains joueurs qui reviennent à un moment parce que d'autres qui étaient punis ont été rappelés. Donc tout ça, ça n'obéit pas à une véritable logique. Et tant que les choses vont se passer comme ça, soyez-en sûrs, l'équipe du Cameroun va malheureusement continuer à dégringoler. En définitive, l'entraîneur, le sélectionneur doit rester maître de son groupe. C'est pourquoi on l'appelle le sélectionneur. Le sélectionneur, c'est le patron de l'équipe. Les dirigeants qui ne font pas partie du staff technique n'ont même pas le droit d'entrer dans le vestiaire si le sélectionneur ne leur en donne pas l'autorisation. Vous voyez un peu? Donc, quand un sélectionneur est capable d'affirmer son... Regardez ce qui s'est passé avec Arthur Georges. Vous vous rappelez l'équipe qui a disputé, l'équipe du Cameroun qui a disputé la Coupe d'Afrique en Égypte en 2006, c'était une équipe conquérante et tout simplement parce que Arthur Georges avait le mérite de mettre chaque joueur à sa place. Avant cette Coupe d'Afrique, il y avait des joueurs camerounais qui avaient pris le risque de sortir à des heures tardives ou bien de revenir au groupement à des heures tardives. Ils avaient été écartés du groupe. Je pense que depuis un certain nombre d'années, on n'a plus jamais vu ça. Pourtant, chaque fois qu'il y a des regroupements de l'équipe nationale du Cameroun, on constate quand même qu'il y a beaucoup de désordre. Voilà, il y a beaucoup de désordre, il y a de la débandade. Regardez ce qui s'est passé en France avec l'équipe nationale Espoir. Il y a des joueurs qui sont sortis pendant un regroupement pour aller faire une balade à Paris. Ils ont été suspendus, donc ont été suspendus pour 3 ans. Mvila. Voilà, Mvila par exemple, qui fait partie des Bleus de l'équipe A. Donc moi je dis, il faut avoir le courage de mettre les joueurs à leur place. Il faut, quand on est entraîneur, il faut éviter de se faire supplanter par l'aura d'un joueur ou bien sa grandeur sur le plan international. Le jeu n'a pas osé. C'est là qu'il faut aussi, pour le sélectionneur, savoir s'y prendre. Pouvoir expliquer aux joueurs de la classe de Drogba pourquoi on ne le fait pas jouer comme titulaire. Vous savez, si on prend le cas du Cameroun par rapport à Sabri Lamouchi et la Côte d'Ivoire, Lamouchi n'est pas ivoirien. Vous voyez? Franco-tunisien. Oui, il est franco-tunisien. Donc, il a cette liberté de faire ça. Mais au Cameroun aussi, on a eu des sélectionneurs qui n'étaient pas de nationalité camerounaise. On a même beaucoup plus de sélectionneurs qui n'étaient pas camerounais. Je suis d'accord, mais ils n'ont pas eu forcément les mains libres. Moi, j'ai vu une interview de Pierre Lechantre qui disait qu'on lui imposait des trucs. Tout à fait. Alors, est-ce que Sabri, il accepte ça? Je ne crois pas. Parce mais Pierre Lechantre, il gagnait les matchs. Non, mais je veux dire, on lui imposait quand même, oui, mais on peut vous imposer un joueur et vous gagnez quand même, non? Eh bien oui, parce que des fois, un match, vous ne savez pas. Donc, Lamouchi, lui, c'est que d'abord, c'est quelqu'un que je connaissais parce que je le voyais souvent à Monaco. C'est un gars de caractère. Il est capable de dire, demain, vous ne voulez pas que je fasse ça, je m'en vais. Alors que peut-être ici, certains entraîneurs viennent ici comme si on dirait que c'était des postes de fonctionnaires. Mais un entraîneur de foot, un entraîneur pro ou un entraîneur national, il est contractuel. Donc il faut savoir que vous êtes chaque fois sur un siège éjectable. Alors donc prenez vos décisions, au moins vous sortirez grandi de votre mission. Vous voyez? Et pour le cas de Drogba l'a très bien accepté. Hein. C'est quand même un grand joueur, il l'a encore démontré. Mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur le cas de Drogba pour saluer aussi l'acceptation que Rigobert Song-Banac a eu à faire lors de la Coupe du Monde 2010? Il avait quand même accepté rester sur le banc de touche pendant que Aurélien Diedhiou et Nkoulou étaient dans la charnière centrale. Bien sûr. Moi, je pense que ce qu'il a fait Rigobert à cette période-là, oui, ça ressemble un peu à cela, mais ça prouve aussi la grandeur des personnes.
On avait un capitaine, quelqu'un qui il savait aussi, comme Drogba, qu'il avait fait son chemin. Et que les jeunes avaient besoin de lui, pas forcément sur le terrain. Donc, vous voyez, il a cédé aisément sa place. Moi, je trouve que oui, ça, si on peut comparer les deux cas, c'est les mêmes. Oui, mais attends. Non. Non, je voudrais quand même attirer votre attention sur un fait. Je pense quand même qu'après la Coupe du Monde 2010, il y avait eu une sorte de bilan. Le ministre des Sports à l'époque, il avait fait une intervention à l'Assemblée nationale pour expliquer les raisons de la déroute. Et je pense qu'à cette époque, il avait parlé d'ego, que les joueurs avaient des égos surdimensionnés. Bon, il avait également été dit que son Banac, bien qu'étant sur le banc de touche, avait quand même réussi à tirer les ficelles. Ça, c'est ce qui a été dit. Hein. C'est tout simplement pour dire qu'il ne faut pas, parce que dire comme ça, je ne pense pas que le cas de son Banac puisse être comparé à celui de Drogba. Drogba, il a accepté sportivement, il a fait des déclarations avant match. Je ne suis pas sûr qu'avec son Banac, c'était la même chose. À l'époque, quand même, lorsque le brassard avait été retiré à son Banac au profit de Samuel Eto'o, dès cet instant, on a constaté qu'il s'était créé une sorte d'animosité au sein de l'équipe. Et si vous regardez bien, à partir des matchs de qualification jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, l'équipe du Cameroun ne s'est pas portée bien. La preuve, c'est qu'on a fait 3 matchs en Coupe du Monde, on a perdu 3 matchs. Il y avait des petites bagarres, des querelles entre les joueurs, des clans et tout cela. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé pendant cette compétition entre Samuel Eto'o et Alex Song. Des journalistes qui étaient là-bas disaient qu'Alex Song, il roulait en réalité pour le compte de son frère Hugo. Donc, je ne suis pas très sûr que l'on puisse faire des comparaisons entre Drogba qui accepte sportivement de s'asseoir sur le banc de touche et Rigobert Song. Je pense qu'il faudrait plutôt exhorter les joueurs camerounais à suivre l'exemple de Drogba, à comprendre que quand on a été une gloire... Peut-être pas seulement camerounais, hein, les joueurs dans leur ensemble. Maître, ne dites pas ça, parce que on peut comparer les deux cas. Mais l'un a accepté, l'autre, c'était pas clair qu'il avait accepté. Non, mais attendez. On a vu les conséquences, puisqu'on les a encore reconstruites publiquement. Parce que Drogba, il a accepté, enfin on dit qu'il a accepté. Hein. Admettons, si la Côte d'Ivoire avait perdu, on ne sait pas la réaction de Didier Drogba. Et vous savez, les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Maître, vous savez, vous avez dit tout à l'heure. C'est justement là. Vous avez dit j'ai suivi son interview. C'est justement ce niveau que l'entraîneur doit oser. Maître, et puis j'ai suivi l'interview de Didier Drogba avant le match. Il a dit qu'il acceptait de s'asseoir sur le banc de touche. Il a dit qu'il s'est consulté avec l'entraîneur et qu'il a compris que l'intérêt du groupe passait avant ses intérêts. Voilà, et puis Drogba, il a conscience. Ses intérêts, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. On a eu le même cas aussi avec Mido, l'Égyptien. En Coupe d'Afrique, son entraîneur, ou son entraîneur l'a sorti, ou il ne voulait pas sortir. Oui, mais on l'a vu bouder à Gouari. Il faut oser ce match à Mido. Voilà, il faut oser sortir un joueur pareil à ce moment-là du match. Voilà. Et il joue et il fait rentrer quelqu'un qui marque. Et être capable de se passer d'un joueur qui boude les décisions de l'entraîneur. Ça aussi. Parce que Mido, après ça, non seulement l'Égypte, oui, c'est au sein Mido, non seulement l'Égypte avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2006 sur le sol égyptien. Mais en plus, après la Coupe qui a suivi, bon, l'entraîneur a décidé de le mettre de côté. Non pas El Gouari, Hassan Chiata. Hassan Chiata, autant pour moi, Hassan Chiata. El Gouari, plus en mémoire parce que il a quand même reçu ce prix de légende africaine avec Robert Sombahanar lors des awards de la CAF. Voilà, messieurs, je vous propose maintenant de voir ensemble comment cette Coupe d'Afrique des Nations gagne en intensité. Elle qui a commencé de manière timide. Hein. Aujourd'hui, les buts sont de plus en plus présents lors des rencontres Jean-Paul Chouniat. La phase de poule de la CAN 2013 a commencé à livrer ses premiers qualifiés, notamment dans le groupe A, où les requins bleus du Cap-Vert créent la surprise en arrachant leur ticket du deuxième tour de buts à 1 face aux Palancas Negras d'Angola. Dans un match à rebondissement entre l'Afrique du Sud et le Maroc, ce sont finalement les Bafana Bafana qui se sont qualifiés en contraignant les Lions de l'Atlas au partage de points, 2 buts partout. Dans le groupe C, l'équation semble plus compliquée pour les potentiels qualifiés. Le Burkina Faso tient le haut du pavé avec 4 points, suivi de la Zambie tenant du titre 2 points, et le Nigeria 2 points aussi qui fait son comeback après le rendez-vous manqué de 2012. Aucune équipe n'est encore qualifiée, le suspense demeure intense entre le Burkina, la Zambie et le Nigeria. Les Walia Antilopes d'Éthiopie sont presque éliminés suite à leur cuisante défaite de 4 buts à 0 devant les étalons du Faso. Rien n'est encore perdu pour l'Éthiopie qui, en cas de victoire sur le Nigeria et une défaite de la Zambie face au Burkina, pourrait se qualifier pour le second tour.
Dans le groupe D, les dés sont presque jetés avec la Côte d'Ivoire qui, sans forcer, passe au second tour avec déjà 6 points dans sa besace. Les éperviers du Togo, victorieux 2-0 de l'Algérie à la deuxième journée, ont des ailes presque au second tour. Mais il faut d'abord apprivoiser les Aigles de Carthage, perdant 3-0 devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Les Fennecs d'Algérie ont presque fait leurs adieux à la compétition. À l'heure qu'il est, le groupe B aurait déjà livré ses qualifiés. Le Ghana 4 points et le Mali 3 points étaient en pole position. Rien n'était encore joué. Les matchs Ghana, Niger et Mali, République démocratique du Congo, auraient déjà dévoilé leur non-dit. Et vous avez raison, Jean-Paul Chouniat, le groupe B a donc livré son verdict. Le Ghana et le Mali sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Ghana s'est donc imposé, ce soir devant la formation du Niger sur le score de 3-0, tandis que le Mali faisait un but partout contre la République démocratique du Congo. Ce sont donc les deux pays du groupe B qui sont qualifiés pour ces quarts de finale. Je propose de repasser par la régie. On revient juste après sur le plateau. Débutons plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Voilà, merci donc à nos partenaires qui nous accompagnent dans cette production. Messieurs, je vous propose à présent de laisser la Coupe d'Afrique des Nations là où elle se trouve, avec les matchs qui vont se poursuivre demain dans le groupe D. La Côte d'Ivoire qui va donc jouer, la Côte d'Ivoire qui est déjà qualifiée, la Côte d'Ivoire qui est donc première de ce groupe D, la Côte d'Ivoire qui est qualifiée pour les quarts de finale, c'est-à-dire le premier pays à se qualifier après sa victoire 3-0 sur la Tunisie. C'était donc il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire qui est déjà qualifiée pour ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous l'indiquais tout à l'heure, nous allons à présent parler du football à la camerounaise, du football camerounais, avec le championnat d'élite qui est annoncé cette fois-ci. Oui, cette fois-ci ça va se faire, le football va reprendre dans notre pays, ou alors le championnat d'élite va reprendre finalement le 2 février prochain. C'est l'aboutissement d'un long épisode, d'un long bras de fer entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et les clubs d'élite. Je propose de suivre ce reportage et on revient juste après pour le commentaire et l'analyse. C'est un véritable jeu de ping-pong que l'on est habitué aujourd'hui dans le football camerounais. Entre affirmation et contre-affirmation, les acteurs ne sont pas loin de la déchirure. Le feuilleton le plus récent, c'est bien sûr le bras de fer entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et les présidents des clubs d'élite. Réunis à Douala il y a plusieurs jours, les deux parties se sont longuement concertées, notamment sur l'article 30 des tests qui les lient. Et finalement, à l'issue de cette rencontre, la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui tient dur comme fer à l'arrimage des clubs d'élite, à la version société anonyme à objet sportif, décide de donner la priorité au consensus. Le général Pierre Semengue, président de la Ligue, annonce lui-même aux médias que pour cette saison, il passe outre. Rebondissement, à peine rentré à Yaoundé, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, de manière unilatérale, décide du report de la date du démarrage du championnat. Explication du général, les clubs doivent avant tout quitter leur statut d'association pour devenir des sociétés commerciales. La tension renaît, la FECAFOOT rentre alors en scène. Elle convoque une tripartite le 24 janvier à Yaoundé. Au sortir de la tripartite, les résolutions suivantes sont prises. Les clubs acceptent le principe de la transformation de leur activité en société commerciale. Une dérogation est faite aux clubs qui ne se sont pas encore conformés à la loi. Ils ont 2 mois à compter de la date du début du championnat pour mettre sur pied les sociétés commerciales. La date du début du championnat est fixée au 2 février 2013. Les présidents des clubs doivent donner un mandat aux personnes habilitées à mener les opérations administratives relatives à l'affiliation des clubs. Une assemblée générale de la Ligue se tiendra entre les 15 et 20 février 2013. À la demande de la FECAFOOT, l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue, convoquée par les 2/3 des membres, est annulée. Des résolutions dites consensuelles, mais qui pour certains pourront donner lieu à un nouveau bras de fer entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et les clubs d'élite.
Maître Désiré Sikati, cet épisode entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et les clubs d'élite, ce fameux article 30, l'objet de la discorde entre les deux parties qui ne forment pourtant qu'une partie parce que la Ligue n'est constituée que de ces clubs d'élite et les clubs d'élite sont dépendantes de la Ligue parce que c'est eux qui constituent cette Ligue de football professionnel du Cameroun, mais on a du mal parfois à s'accorder les violons. Oh bon, ben, je pense quand même que l'article 30 dont vous parlez, c'est l'article 30 de la loi de 2011 qui a valeur de charte des activités physiques et sportives au Cameroun. Cet article dit clairement que les clubs doivent se constituer sous la forme de sociétés commerciales, notamment sociétés d'économie mixte, sociétés à responsabilité limitée à objet sportif, ou encore de sociétés anonymes à objet sportif. Donc il ne faudrait pas perdre de vue qu'il y a de cela en 2011, je pense que c'était en octobre 2011, il y avait eu un accord révisé qui avait été conclu à Douala à l'issue d'une séance de travail qui avait été inspirée par la FIFA. Et au terme de cette séance de travail-là, il y avait eu un accord qui avait été conclu entre la Ligue de football professionnel, représentée par M. Pierre Semengue, l'Africa Foot qui était représentée par M. Francis Veng, et les présidents des clubs, je pense que c'était 12 clubs de l'Elite One. Et les clubs s'étaient engagés à partir de la saison 2012-2013 à se constituer sous la forme de sociétés commerciales, notamment sociétés d'économie mixte, sociétés à responsabilité limitée ou encore de sociétés anonymes. Donc je suis un peu surpris de me rendre compte qu'au moment où tout le monde parle de professionnaliser le football et que ceux qui dirigent le football professionnel ont décidé de conduire les clubs vers un véritable professionnalisme, bon, qu'à un certain moment, nos dirigeants, ils essaient toujours de retourner en arrière. On ne peut pas parler de football professionnel sans avoir de l'argent. Et la meilleure façon de dégager de l'argent dans le football, c'est de créer des sociétés. Vous voyez un peu. Quand vous regardez comment est-ce que tous les grands clubs en Europe, les grands clubs européens, excepté peut-être le Barça et le Real de Madrid, qui ont quand même l'avantage d'avoir beaucoup de supporters, qui sont capables de mettre... Les socios, par exemple, les socios, c'est-à-dire, mais quand vous regardez tous les autres clubs, que ce soit le Bayern de Munich, que ce soit Dortmund, que ce soit Lyon, que ce soit Liverpool, Manchester United, je voudrais même dire que Manchester United a quitté la bourse de Londres pour aller se faire coter à la bourse de New York, donc tout simplement parce que ce club a estimé qu'à New York, il était possible d'avoir beaucoup plus de nouveaux actionnaires. Parce que quand vous êtes coté à la bourse, vous avez la possibilité d'ouvrir votre capital à des nouveaux souscripteurs, ce qui fait que bon, il y a de l'argent qui rentre dans le club. Chez nous, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas comme ça. Bon, peut-être parce qu'avec l'ouverture aux sociétés commerciales, et notamment les sociétés anonymes, ça fera en sorte que le capital des clubs ne sera plus fermé et désormais c'est ceux qui auront la plus grande contribution dans le capital qui vont diriger les clubs. Maintenant, j'ai l'impression que malheureusement nos dirigeants qui sont pour la plupart des gens qui sont liés, qui ont un lien d'alliance avec les clubs depuis la création, ont peur qu'avec l'ouverture du capital, ils vont perdre le contrôle des clubs qu'ils avaient créés. Et dans ces conditions... Ils perdent par la même occasion l'argent qu'ils perdent par la même occasion. Voilà, tout à fait. Disons tout simplement, même s'ils perdent l'argent qu'ils avaient mis, il y en a d'autres personnes qui viendront avec beaucoup plus d'argent. Et dans ces conditions, c'est le joueur qui s'en tire à bon compte parce que dans le football, il ne faut pas oublier que c'est lui qui est d'ailleurs l'acteur principal. Voilà, c'est ça. Quand on vient avec beaucoup d'argent dans le football, ça veut dire qu'il y aura un rehaussement des salaires des joueurs. Ça veut dire tout simplement que les clubs vont être dotés des infrastructures sportives viables. C'est-à-dire on rentre vraiment dans le football professionnel. Mais si on veut rester toujours dans le petit microcosme où vous avez des dirigeants qui ont créé le club et où le club se retrouve en train de fonctionner avec des dons qui sont donnés de façon comme à monnaie de singe d'ici à là, vous allez toujours vous retrouver dans des situations... Alors, avec vous, je propose de mieux comprendre les fondements de cet article 30, parce que jusqu'aujourd'hui, il y en a malheureusement qui n'ont véritablement pas compris, malgré les explications du représentant du premier magistrat de la Cour suprême, qui prenait part à la tripartite de Yaoundé, qui avait bel et bien expliqué aux présidents des clubs qu'il n'y avait pas de possibilité pour eux de se soustraire à ce que prévoyait la loi. Ça veut dire s'arrimer en société commerciale. D'aucuns pensaient que la loi leur donnait des possibilités de se mettre en marche de cela. Oui, mais d'aucuns ont dit que la loi parle de peu. Je suis bien d'accord, quand on dit peu, ça veut dire qu'on a une possibilité de choix. Mais à partir du moment où les présidents de club, à la suite de cette loi, parce que quand il y a la déclaration révisée de loi-là, ils prennent l'engagement de se constituer en société commerciale à partir de la saison 2012-2013, je pense. 2012-2013, c'est tout simplement, c'est 2013, en partir de 2013, ils savaient bien que cette loi existait. Donc le fait d'avoir pris l'engagement de se constituer en société commerciale signifie qu'ils ont volontairement renoncé
à la possibilité de choix que la loi leur avait donnée. Vous voyez un peu. Donc, ils ont fait un engagement de se constituer en société commerciale. Aujourd'hui, il est question de respecter l'engagement. Il est question aussi d'amener le football camerounais vers un véritable professionnalisme, parce que vous ne pouvez pas être un club professionnel alors que vous n'avez pas de source de revenus. Un club professionnel ne peut pas se contenter des dons, c'est-à-dire par exemple convoquer un congrès, demander à des bienfaiteurs de donner de l'argent cette année sans être sûr d'en avoir la même chose l'année prochaine. La meilleure façon de financer le club. Surtout que chez nous, on se rend compte que malheureusement les supporters n'ont pas les capacités financières pour financer les clubs. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre sur pied une stratégie participative, c'est-à-dire amener ceux qui donnent leur argent au quotidien à être impliqués dans la gestion des clubs, parce que comme ça, vous avez l'assurance que l'argent sera injecté dans les clubs. Et vous qui citiez le Barça et le Real Madrid tout à l'heure en exemple, on se rend compte que là-bas, les supporters influent sur les décisions. C'est le même problème qu'on a ici avec l'Union, qui est notre Real de Madrid ici. Voilà. On a des supporters qui sont... C'est un club qui est assez... Pour moi, c'est le club le plus puissant. Qui est un exemple, après de structuration. Oui, après, structuration aussi. Moi, j'aime bien l'Union. Avec ce qu'ils ont fait cette année, bon, ils ont montré qu'ils avaient la volonté d'aller loin. Mais je pense quand même que l'Union est... Jusqu'ici, ils ne sont pas d'accord de... Oui, mais je pense que si le football camerounais était rentré dans l'ère du professionnalisme beaucoup plus loin, il y a longtemps que l'Union aurait un stade qui lui appartiendrait. Il y a longtemps que l'Union aurait un camp d'entraînement. Il y a longtemps que l'Union aurait la possibilité de vendre des gadgets et de se faire beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, on se retrouve des clubs comme Canon, Tonnerre, Union, Dynamo. Ça, c'est bon, ça, c'est bien. Ça y est, c'est fait. Hein. Lors du congrès, ils ont une société qui va s'occuper pour tout ce qui justement, donc, ils ont donc compris, malgré le fait qu'il y a un peu de réticence, ils ont compris tout simplement qu'aujourd'hui, l'argent dans le football professionnel, ça ne se donne pas gratuitement. Mais José Nanga, vous qui avez aussi une expérience professionnelle, pas la camerounaise, mais sur d'autres cieux, notamment en France, finalement, c'est quelque chose de bien pour les clubs que de s'organiser en société commerciale. Mais si on écoute les explications de maître, oui, mais après, ça dépend des clubs. Est-ce que l'Union qui fait ce choix? Après, c'est à l'Union de se gérer. Vous voyez? Donc, si j'écoute ces explications, oui. Mais en Europe, ça se passe comme ça. Mais tous les clubs en Europe ne sont pas des sociétés. Tout à fait. Voilà, il y en a qui restent des associations qui sont bien structurées et une bonne gestion. Donc c'est pour ça. C'est surtout de ça qu'il est question, permettre au club de faire une bonne gestion. Une bonne gestion. L'Union, c'est pas un club qui a des problèmes. Maintenant, je vois que Maître, lui, bon, il veut pas que ça reste l'Union qui est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un stade, qu'il y ait beaucoup de trucs. Mais petit à petit, ça viendra. Il y a une nouvelle équipe dans l'Union, avec Franck Capi, une jeune équipe, épaulé par le prince Ngassapi. Qui était d'ailleurs là en votre temps. Ah oui. Ah non, qui n'était pas, qui est toujours là. Qui est toujours là. Je veux dire depuis votre temps. Ah oui. Depuis les années 80, il est là. Même avant, 79, c'est lui le président quand l'Union gagne la Ligue des Champions. Et qui a tenu un congrès de la première seconde jusqu'à la dernière pendant 2 heures. Vous voyez? Non, mais il faut voir. Moi, je pense que si un club est capable, maître, de tenir la route, je dirais presque tout seul. Maître Désiré Sikati, on va rester sur un aspect purement juridique de cette question. Le général Pierre Semengue, à l'issue de la tripartite de Yaoundé, les clubs qui ne sont pas encore en règle, parce que c'est comme ça qu'ils ont été appelés, ils ont 2 mois après le début du championnat pour s'arrimer à cette donne. Est-ce que c'est suffisant, ou alors est-ce que pour les clubs qui trouvent qu'il y a un blocage par rapport à cela, il y a des recours possibles? Bon, mais il y a des recours, mais c'est des recours... Même si on dit que la loi est la loi, et nul n'est censé l'ignorer, tout le monde... Bon, mais il y a des recours, mais c'est des recours qui sont fastidieux, c'est des recours qui sont coûteux, c'est des recours qui sont incertains. C'est des recours qui n'empêchent pas la Ligue de football professionnel de sanctionner les clubs qui ont décidé de ne pas se conformer. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y a une tripartite et que la FECAFOOT a pris sur elle d'éviter un haut magistrat de la Cour suprême à donner son avis sur l'interprétation des textes, et que le magistrat a dit que les clubs avaient l'obligation de se conformer, disons, de se constituer en société commerciale,
je pense que dès cet instant-là, il sera difficile pour les clubs de faire des procédures et de pouvoir avoir gain de cause. Encore que les procédures administratives, c'est des procédures qui sont très longues. Voilà, donc je ne suis pas sûr qu'en commençant une procédure sur le plan administratif aujourd'hui, elle va se terminer avant 5 ans au Cameroun, parce que je connais des affaires qui sont devant le juge administratif depuis 5 ans, et puis bon, souvent les décisions, elles peuvent intervenir lorsque l'objet même du litige a déjà été vidé de substance. Donc je pense tout simplement qu'il faudrait que les Camerounais fassent l'effort de voir dans le même sens. Aujourd'hui, il y a certes des clubs européens qui sont encore constitués en association, mais si vous regardez bien, vous allez constater que c'est des clubs qui ont à leur sein un véritable mécène. Si vous regardez Montpellier, par exemple, ce n'est pas un club qui est construit en forme de société anonyme, mais vous avez, lui, ne connaît que le football et qui a les moyens de sa politique, qui est capable de mettre pratiquement à lui seul le quart de budget de l'Olympique. Il y a également même Monaco, qui est un club de la principauté qui... Bon, mais par contre, vous avez à côté de ça, en Angleterre, vous avez... Lille aussi. Voilà, vous avez Newcastle, qui est un club, c'est une société anonyme, vous avez Liverpool, vous avez Arsenal, vous avez Manchester United, vous avez Bayern, qui est une société, vous avez Dortmund, vous avez Lazio, vous avez Juventus. Donc, il y a toute une pléiade de clubs pratiquement dans un pays comme la Turquie. La plupart des clubs sont des clubs qui sont constitués sous la forme de sociétés anonymes, Beşiktaş, Galatasaray. C'est la même chose dans des pays où le football n'a pas le même niveau que dans... Mais c'est vrai que ça ne garantit pas forcément un modèle clair de gestion. Vous avez des clubs qui sont des sociétés telles que le Deportivo La Corogne qui sont aujourd'hui dans les plafonds du championnat d'Espagne et qui ont une trésorerie qui souffre énormément. Comme la plupart des clubs. Mais le problème, le Deportivo La Corogne n'a pas de problème financier parce qu'elle n'a pas eu de l'argent. Le Deportivo a des problèmes parce que l'argent a été mal géré. Ils ont acheté des joueurs très chers et ils savaient que ces joueurs n'ont pas donné le rendement qu'on attendait d'eux. Et du coup, les joueurs ne peuvent pas être revendus sur le marché des transferts au même prix. L'équipe se retrouve en position de déficit. Mais à l'origine, il faut savoir qu'il y a eu l'argent, mais l'argent a été bien géré. Par contre, vous allez constater que Paris Saint-Germain, qui l'année surpassée était pratiquement un club qui se cherchait un peu dans le championnat français, une fois qu'on a eu des gens qui viennent avec beaucoup d'aspects, pour vous dire que c'est l'argent qui fait le football. Une fois qu'on a eu des gens qui viennent avec de l'argent, du coup le Paris Saint-Germain se retrouve en train d'espérer gagner la Ligue des Champions. Vous voyez un peu, donc je pense que si les clubs camerounais, de toute évidence, je ne vois pas des clubs qui sont constitués en association et qui sont capables de mobiliser un budget certain sur une saison. Aujourd'hui, on vit sur des dons, on espère, on vit sur l'espérance. Voilà, les mécènes. Mais le mécène, je dis et je répète, le mécénat ne va pas durer longtemps parce que les gens ne peuvent pas donner en permanence leur argent sans savoir ce qu'ils gagnent. Par contre, si quelqu'un est actionnaire d'une société, il sait que la contrepartie, déjà, c'est qu'il aura son mot à dire dans la gestion de son argent. Vous voyez un peu. L'autre contrepartie, c'est que d'autres personnes pourront venir mettre de l'argent dans la société pour qu'elle grandisse. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des conflits vraiment ridicules dans des clubs légendaires au Cameroun, ce qui se passe à Canon, ce qui se passe à Tonnerre, où des gens se retrouvent en train de se disputer la paternité de la création du club dans le passé. Alors que si on était constitué sous la forme de société et que le capital était ouvert à de nouveaux apports, vous auriez forcément des gens qui ne parlent que parce qu'ils ont mis de l'argent. Aujourd'hui, malheureusement, au Cameroun, même ceux qui n'ont pas donné de l'argent parlent très fort. Et ce n'est pas normal. José Nanga, finalement, l'arrimage du football camerounais au professionnalisme, c'est une bonne chose, mais l'apprentissage reste difficile. On aborde là la deuxième expérience, mais on est loin d'être sorti de l'auberge. Il reste encore énormément de choses à faire. Vous savez, on a entendu parler pour les budgets des clubs, pour faire que les clubs soient des sociétés. Est-ce que c'est même pas la charrue avant les bœufs? Je regarde encore, même quand je suis là-bas, je regarde les stades. Quand Bamboutos, où ils jouent Unisport de Honcam, ils jouent encore sur le terre rouge pour les professionnels. On veut faire un championnat professionnel, on n'a pas de terrain, on joue sur des... Écoutez, bon... Je trouve que c'est pas... On a mis la charrue avant les bœufs. Il fallait d'abord préparer l'environnement. Il fallait d'abord préparer l'environnement. Mais oui, on n'a pas de structure. Parce qu'en même temps, mettre des récidivatifs pour que les clubs aient également de l'argent, il faut que le championnat soit vendu. Il y a très peu, il y a très peu de chaînes de télévision qui souhaiteraient s'aventurer là-dedans à diffuser des matchs qui risque de ne pas être regardé parce que c'est des disputes dans de la boue. Je ne vois pas Equinox aller filmer tout un match entier à Banganté dans la poussière. Comme le pense Jojo Nanga, est-ce qu'on n'a pas plutôt mis la charrue avant les bœufs? Est-ce que je ne sais pas, cet article 30 le foot c'est un spectacle, le football c'est un spectacle dans l'avenir et pas dans l'urgence.
Non, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'Alliance Arena de Munich appartient en propriété au Bayern de Munich et qu'à la création du Bayern, le Bayern n'avait pas de stade? C'est parce que le Bayern a réussi à mettre sur pied un mécanisme juridique pour amasser beaucoup d'argent qu'aujourd'hui ce club peut avoir. Mais c'est parce que la Bundesliga a eu le temps de mettre des infrastructures sur place. Non, justement, je dis, c'est pas la Bundesliga, c'est pas l'Alliance Arena n'appartient pas à l'État d'Allemagne, ça appartient au Bayern de Munich. Pas l'Alliance Arena, mais avant qu'il y ait l'Alliance Arena, il y avait des stades, il y avait un environnement favorable. Il y avait un environnement favorable. Mais je voudrais justement en arriver. Si vous voulez avoir des clubs qui sont capables de construire leur stade, il faut donner la possibilité à ces clubs d'avoir de l'argent. Et la constitution des sociétés est un moyen certain qui permettra d'avoir de l'argent pour avoir des stades. Aujourd'hui, on attend toujours que c'est l'État qui soit en train de tout faire. L'autre question que je voudrais vous poser, dans leurs opérations marketing, tout annonceur qui voudrait venir apporter son soutien à une équipe, il faudrait qu'il puisse avoir également une visibilité. Et là, on est dans un environnement où il est carrément difficile d'avoir cette visibilité-là. Est-ce que vous voyez, je ne fais pas là une contre-publicité à notre championnat ou à notre football, est-ce que vous voyez un annonceur sérieux en train d'aller afficher son image dans de la boue quand même? Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. Lorsque le tout-puissant Mazembe, il y a quelques années, a commencé à s'illustrer sur la scène africaine, le tout-puissant Mazembe n'avait pas de stade, le tout-puissant Mazembe n'avait pas d'avion, le tout-puissant Mazembe n'avait pas de siège. Aujourd'hui, au fur et à mesure que l'argent rentre dans le club a un stade, un véritable stade qui a été homologué par la CAF et où peuvent se jouer des grands matchs de la dimension de même la des matchs internationaux. Voilà, donc je veux tout simplement dire qu'on peut créer de l'argent en étant en activité. Vous voyez un peu, les clubs camerounais peuvent eux-mêmes développer une source de revenus qui leur permet d'avoir des stades. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des espaces qui sont déjà prévus, il faut les aménager. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, il soit impossible qu'un club camerounais ne soit même pas, disons les clubs de province, ne soient pas en mesure d'avoir des pelouses synthétiques, même de première génération, qui aujourd'hui sont pratiquement jetées dans la poubelle en Europe? Est-ce que vous trouvez normal qu'on ne puisse pas revêtir de stades au Cameroun, tout simplement parce que les clubs disent qu'ils n'ont pas d'argent? Est-ce que vous trouvez normal que les clubs conditionnent le début du championnat à l'octroi de la subvention par l'État? Je veux tout simplement dire qu'aujourd'hui, le simple fait que les clubs se retournent toujours vers l'État, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et on doit réfléchir en marketeur pour savoir comment créer de l'argent. Et la première façon de créer de l'argent, c'est de rendre le football praticable. Si les clubs sont capables de faire l'effort de doter les stades, notamment les stades de région, les stades de région de pelouse, le football va avoir une certaine visibilité parce que les annonceurs, s'ils déposent des panneaux pour faire la promotion de leurs produits autour de l'aire de jeu, ce sera visible. La retransmission des matchs sera agréable à voir. Mais aujourd'hui, si on joue disons, dans la boue ou bien dans la poussière, franchement, je ne vois pas l'intérêt pour un sponsor de venir mettre son argent dans un club. Donc, je pense que le football professionnel va de pair avec les infrastructures. Au Cameroun, on fait beaucoup de cadeaux au président. Au Maroc, pour être club professionnel, on vous fixe un quota de somme d'argent. Et puis, il faut avoir, au Maroc, je parle le minimum pour être club professionnel évoluer en première division, en Elite One, ça doit être 400 millions de francs CFA. C'est-à-dire ce que vous devez avoir, les avoir propres avant d'attendre que l'État vienne vous donner un appui. Voilà. Mais au Cameroun, malheureusement, on attend tout. On va le football professionnel, les clubs eux-mêmes, ils ne sont pas déjà en mesure de dégager un peu d'argent. On attend tout de l'État. Bon, franchement, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et dans cet environnement-là, tout de même, le championnat va se disputer dès le 2 février prochain avec ce derby Union Sportive de Douala, Astre Football Club de Douala. Ce sera donc ce samedi 2 février 2013 au stade de la réunification de Douala. Voici comment se présentent donc les affiches de cette première journée du championnat Elite One. Jean-Paul Chuniat. Une fois la page des querelles tournée, la Ligue de football professionnel, la FECAFOOT et les présidents de club parleraient désormais le même langage autour du démarrage de la saison sportive 2013. Le lancement de la saison débute par le championnat de football première division dès ce samedi 2 février avec un derby fratricide de la ville de Douala entre le tenant du titre, les Nasaraka Makai, et les Brésiliens de Bepada. Côté Astre Douala, l'on a à cœur de démarrer la saison sous de bons auspices avec en sourdine un air de revanche des défaites subies en aller-retour en championnat devant l'Union de Douala. Une fois le coup d'envoi donné à Douala, le vice-champion Coton Sport de Garoua souhaitera la bienvenue au nouveau promu Tonnerre de Yaoundé dans la cour de l'Elite One au stade Rumbiadja. Le troisième parterre du dé sera aux prises avec le vainqueur de la Coupe du Cameroun, Unisport du Honkam, au stade municipal de Banganté. À Yaoundé, 2 rencontres au menu, le canon sportif qui reçoit un autre nouveau promu en Elite One, Fofu Club de Baham. Toujours au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé,
Renaissance de Ngoumou offre l'hospitalité à Djalakwan Sport de Limbé. Au Mancon Municipal Stadium de Bamenda, Yon Sport croise le fer avec Sable de Batié. Et enfin, au stade de la réunification, Douala Athlétique 2000, nouveau promu dans la cour des grands, va défier New Star de Douala, le finaliste de la Coupe du Cameroun. Une fois les Lead One sur les rails, la deuxième division prend le relais quelques jours après avec le duel de Newcomers entre Cosmos de Bafia et Futu FC de Banjoun. L'UMS de Loum va s'essayer à Dragon de Yaoundé. Tico United vient prendre son premier banc de l'élite Tour à Douala face à Botafogo. Aigle Royal de la Ménoire relégué ira voler en territoire inconnu devant National Polytechnic of Bamenda. Scorpion Dembe, dernier élève de l'élite 1, tentera de mordre les marins de AS Matelo. Deux vieux briscards de l'élite 2 s'affrontent à PGS Dumfou à Achille de Sa. Et enfin, dans l'extrême nord Cameroun, Sahel de Marois reçoit Gaoundéré University. Les fans de foot espèrent que la date du 2 février 2013 sera la bonne pour de vrai. Initialement prévu le 26 janvier 2013, le démarrage de la saison avait été reporté pour des points d'ombre entre la Ligue de football professionnel et l'association des présidents de clubs. Jean-Paul Chouniaka a brossé ce tableau de la première journée en Elite 1 et en Elite 2. La parenthèse sportive d'une des troisième du dernier championnat et qui va également sortir sur la scène continentale, prépare sa saison après l'Assemblée Générale tenue la semaine dernière à Baganté, une Assemblée Générale qui a donc vu Célestine Ketia-Cortez, l'ex-président du conseil d'administration, passer la main. Eh bien, les Jumentos, cette semaine, ont reçu, ou alors ce week-end, ont reçu un don. Un don de leur nouveau président du conseil d'administration, ce n'est véritablement pas un don, puisque les présidents du conseil d'administration, ils ont reçu des équipements. Jérôme Narcisse Obzi. Une semaine seulement après son congrès extraordinaire qui s'est tenu à Banganté et qui a propulsé le nommé Tcha Hilaire à la tête de la parenthèse sportive Ndé comme président du conseil d'administration, une ambiance inhabituelle a une fois de plus régné le week-end dernier au siège de l'équipe mythique du Ndé. Le nouvel homme fort du club, Tcha Hilaire, procédait à la remise aux joueurs et encadrer des équipements sportifs afin de booster le moral des uns et des autres. Au total, 28 survêtements, 27 paires de chaussures, 4 paires de gants, des chronos et sifflets pour encadreurs, 28 paires de barres et 20 ballons. Pour Célestine Ketia, présidente d'honneur du club, qui a été invitée pour la cérémonie, le jet du nouveau président est à saluer. Je vous avais dit que Dieu nous a donné l'homme de la situation. Dieu nous a donné une perle rare. J'ai été surprise ce matin, quand je me préparais à prendre le vol pour Paris, que le président me dise que la négociation avec Adidas, que nous avons eue avec les fils de Ndé, du Ndé et de Belgique, réunis autour de Jumanto Benelux, parce que la Panthère reste la seule équipe au Cameroun qui a des démembrements. Nous avons Jumanto Lyon, Jumanto Paris, Jumanto Benelux, Jumanto Washington. C'est les fils du manteau de Benelux qui avaient engagé cette négociation. Et s'il n'avait pas été suffisamment fort, peut-être jusqu'aujourd'hui, il n'y aurait rien. Donc quand il a su quelles étaient les instances, dans son dynamisme et sa rage de professionnaliser la Panthère, est-ce qu'il ne voulait pas, nous a pas ramené ça? Il est à noter que tout au long de ce championnat, la Panthère sportive du Ndé sera habillée par Adidas à travers City Sport. Une négociation faite par les fils et filles du Ndé de la diaspora. Moi qui est la première dirigeant pour l'année 2013, pour nous et pour moi particulièrement, celle qui marque le début de notre action, parce qu'il y en a beaucoup. Nous avons tenu à ce qu'elle soit médiatisée pour que les joueurs sentent que, effectivement, les dirigeants pensent à eux, que tout ce que nous avons annoncé, que nous continuons d'annoncer, sera réalisé. Donc nous attendons des maillots qui sont en train de flotter en ce moment, qui vont arriver. Et j'annonce que nous sommes en contact avec City Sport et Adidas pour voir quels sont les différents matériels que nous avons besoin pour améliorer notre image. Alors, est-ce que c'est un signe fort annonciateur que la Panthère est déjà prête pour le prochain championnat? Non, la Panthère est prête depuis une semaine. On pensait qu'on devait jouer demain et on est déjà prêt. Nous sommes prêts. Le siège de la Panthère sportive du Ndé a pour la circonstance grouillé de monde, chacun voulant vivre en direct ce premier coup de force du nouveau PCA. Un geste qui n'est pas passé inaperçu au sein de l'encadrement technique dirigé par Emmanuel Likumba.
Donc, cette cérémonie veut tout simplement dire que la saison a commencé et que les joueurs sont dotés d'un matériel qui doit en principe leur permettre de bien évoluer dans tous les stades et de bien être vêtus. Vous savez, aujourd'hui c'est l'ère du professionnalisme. Il est question que les équipes soient bien habillées, soient propres. Je crois que le président du conseil d'administration de la Panthère du Dé a frappé fort en dotant de ce matériel qui sera neuf combat aux joueurs pour qu'ils soient ils représentent l'image même de marque de l'équipe. Donc je suis satisfait de ce que les joueurs ont le matériel pour travailler et c'est une bonne chose en ce début de saison. Les principaux bénéficiaires que sont les joueurs ont également pris acte de ce geste et entendent se remettre résolument au travail. Sentiment de fierté, c'est ce qui nous anime en cette journée. Nous avons été vraiment très honorés de recevoir ce joyau de notre président en partenariat avec City Sport, comme vous le voyez ainsi. Vraiment, ça nous fait un tic dans le cœur, d'autant plus que ce sous-vêtement a été l'un des soins parmi les 5 autres qu'on nous a promis. Durant les jours à venir, d'autres couleurs vont arriver. C'est finalement dans une ambiance de folie et d'émotion que la fête s'est achevée au siège de la Panthère sportive du Ndé. La Panthère sportive du Ndé qui prépare donc sa saison dès le week-end prochain. Les Jumentos vont rentrer comme les autres clubs inscrits en Elite 1 dans ce championnat. Jojo Inanga, la Panthère prépare sa saison. Oui, j'ai vu que la Panthère prépare bien sa saison. C'est vrai qu'elle le fait depuis, mais là, c'est monté d'un cran. Oui, ils ont fait leur congrès, ils ont reçu les équipements, on a tout vu. Le président, je crois que c'est le nouveau président, j'ai vu là. Il a fait. Oui, qui disait que maintenant il est professionnel, ses joueurs seront bien habillés. Je pense que le professionnalisme, c'est autre chose. Hein. C'est l'entraînement, c'est les outils de travail. Hein. J'espère qu'ils vont avoir de très bons outils de travail pour pouvoir assurer leur profession. C'est aussi le confort des joueurs. Le confort des joueurs. En garantissant leur salaire. Évidemment. Donc, les joueurs qui sont contents d'avoir eu des chaussures, j'espère qu'ils seront contents de ce qu'ils vont gagner aussi chaque mois. Vous voyez, donc le professionnalisme, c'est un tout. C'est pas seulement faire des cadeaux, on n'est pas à Noël. Hein, vous voyez, parce que les chaussures d'un joueur, c'est son outil de travail. Voilà, donc il faut... Donc c'est quelque chose de normal. De normal. Voilà, qui peut-être ne nécessite pas... On n'avait pas besoin, j'espère que mon club, excusez-moi, je suis un peu chauvin là-dessus, l'Union de Douala nous a pas fait... D'ailleurs, à notre congrès, on n'a pas... J'ai dit le nôtre. Contre l'Union. De l'Union, on n'a pas eu ce spectacle-là, donc en montrant donc, les chaussures des joueurs, et ça ne m'aurait pas plu. Voilà, et... c'est encore dommage. Maître Désiré Sekati, la Panthère est dans sa saison. Avec ces équipements. Oui, bon, avec l'équipement, mais je pense qu'il faut aussi faire d'abord allusion à l'essentiel. Le football professionnel, ce n'est pas d'abord les équipements. Les équipements pour les joueurs, c'est un droit. Parce que si le joueur n'a pas d'équipement, il ne pourra pas jouer. Donc, j'ai eu l'impression qu'on disait que c'était une faveur pour les joueurs. Ce n'est pas une faveur. Les joueurs, on doit le leur donner pour qu'ils jouent. Donc, la meilleure façon peut-être de rendre les joueurs heureux, ce serait de leur dire comment est-ce que ils peuvent avoir des bons salaires, comment est-ce que le club fera pour qu'ils aient peut-être aussi une sécurité sociale, qu'est-ce que le club fait pour leur vie au quotidien, qu'est-ce qu'ils tirent comme profit du football professionnel. Qu'ils aient des contrats en bonne et due forme et que les contrats soient respectés. Donc l'équipement c'est bien, mais je pense que c'est normal. On n'a pas besoin de faire de longs discours sur l'équipement. Parce que d'ailleurs, je ne me souviens pas que Panthère a souvent joué sans équipement. Panthère a toujours eu des équipements. Oui. Donc ce qu'ils ont fait là, pour moi, c'est pas extraordinaire, c'est tout à fait normal. Moi, j'aurais peut-être été impressionné si Panthère avait été monté d'un cran en disant par exemple que l'année dernière, les 3/4 de nos joueurs avaient un salaire de tel montant. L'année prochaine, les salaires sont doublés. Là, je comprendrais que vous allez avoir des joueurs qui vont se surpasser pour avoir un rendement beaucoup plus efficace. Jojo Inanga, comment vous laissez quitter ce plateau sans revenir sur cette brillante carrière qui a été la vôtre lorsque vous étiez footballeur, notamment vous ne cessez à chaque moment de rappeler que vous avez été à l'Union Sportive de Douala et que vous êtes toujours à l'Union Sportive de Douala. Vous avez fait les beaux jours de cette équipe. Évidemment, donc si vous voulez, j'ai grandi avec l'Union. D'abord avec l'unité de Douala. Et c'est avec l'Union que je suis arrivé à l'Union à 19 ans.
Et j'ai été sélectionné déjà même en équipe du Cameroun. J'étais chez les Lions à 19 ans déjà en jouant en deuxième division. Alors donc, si vous voulez, j'ai appris tout ce que j'ai appris en tant que footballeur, c'est avec l'Union. J'ai rencontré des grands dirigeants, des grands joueurs que j'ai connus, avec Ndombélea, Ekoulé, Enamé, Mangagi, tous ces grands. Et Roger Mila, c'était vos aînés? Roger Mila, c'était mes aînés. Alors revenons sur ce fameux match de Lagos, celui de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1981 contre le National Store, en pleine Surulere Stadium, un stade qui est toujours resté mythique de par son histoire et son public. Oui. Écoutez, avec un certain Peter Oufal. Oui, on avait fait, je crois, un match nul à Yaoundé parce que le stade de Douala était impraticable. Et le match retour donc, pour la finale était à Lagos. Et nous sommes arrivés là-bas, c'était pas facile parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents avant le match. Notre bus avait été caillassé. Et on a joué sur un stade où il y avait 110 000. On a gagné 2-0, donc Ekoulé. J'ai fait une passe, donc le premier but c'est Ekoulé qui le marque, pas un ballon que je lui donne. Et le deuxième, je marque le deuxième but aussi. Et après, donc, c'était la fête au pays. On est rentré, on a été reçu par le chef de l'État. Ce beau moment, hein, voilà. Ce moment où on savait vraiment faire la fête et dire merci aux footballeurs qui eux aussi savaient le rendre à leur public. Ah oui. Vous voyez, quand je suis désolé quand même pour quand je parle de Panthère ou Unisport au niveau de leur stade. C'est parce que ça m'embête. J'ai connu ça il y a 30 ans. Et aujourd'hui, 30 ans après, ça n'a pas changé. 30 ans après, j'ai l'impression que... Il y a 30 ans, vous avez joué sur ce stade à l'état où il est. Voilà. Et que 30 ans après, il est dans le même état. Et pourquoi? Parce que là aussi, quand on allait jouer à Unisport, quand on allait jouer à Manganté, quand on allait jouer à Bafoussam ou à Kumba, on était toujours dans nos stades, avec les supporters qui nous connaissaient. On était connus. Les joueurs, par exemple, les joueurs de Lyon aujourd'hui ne sont pas connus à Bamenda, ils n'ont jamais été... Vous voyez, on avait toute cette pression du pays, c'est-à-dire que quand on savait que si on perdait un match, par exemple, cette finale-là, bon, c'est le club, hein. Si on le perdait, à Douala, c'était chaud. On ne pouvait pas sortir. Et le mondial, la Coupe du Monde 1982, avec Roger Mila, Théophile Abega, plein Espagne, avec ce premier match que tout le monde a... Je pensais d'ailleurs pour oui, quand on salue la mémoire évidemment, et puis mes condoléances à sa famille aussi, parce que c'est l'un des grands que j'ai côtoyé, que je regardais, parce que c'était nos grands frères, avec Cha Kamga au milieu du terrain. Il y avait Abega, il y avait Mbida, ils étaient tous les deux nos aînés, et nous, on était leurs petits derrière. Et quand j'ai appris ça, c'est difficile. Mais bon, voilà, c'est le chemin. Et pour la Coupe du Monde, donc en 82, on avait fait le stage d'un mois en Bavière. Et c'était compliqué. Vous voyez, maître, quand je vous disais tout à l'heure, l'intervention de la fédération vis-à-vis des entraîneurs. Déjà, il y a 30 ans, en 82, on a eu le même problème. Je me rappelle avec Jean Vincent, avant de donner sa liste de 22, il n'a même pas donné en Allemagne, il a donné à Francfort à l'aéroport. Parce que avant de quitter la Bavière, il a fait une réunion dans sa chambre où il nous dit que le soir même, on l'appelait pour lui donner la liste des 22 pour l'Espagne. Il était énervé parce qu'il ne connaissait pas ça. Il venait de Nantes. Hein, c'était sa première sélection africaine. Donc vous voyez déjà, là il y a les interventions qui se faisaient déjà à cette époque-là, il y a 30 ans. Aujourd'hui ça continue. Mais bon, sinon c'était vraiment un très très bon souvenir avec... c'était notre première CAN. On n'était pas très rassurés, hein, parce qu'en fait, c'est notre première Coupe du Monde. On avait une équipe qui avait des qualités, un effectif qui avait des qualités, on avait peur, parce qu'on avait le souvenir d'Isaïr qui avait pris... une véritable déculottée. Voilà, le ministre, je me rappelle, c'est Ngonga Mwanji qui était ministre du sport, qui nous a dit si vous perdiez que 3-0, ça serait bien. Alors, en fait, dans cette qualité, pas question d'aller gagner, mais il y a les questions de ne pas prendre, de ne pas faire honte au Cameroun. Oui, voilà, merci Jojo, c'est sur ce que je vais vous dire encore merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de ce moment-là, de revenir
sur le football africain. Et surtout passer de belles vacances chez vous au Cameroun. Parce que oui, et puis je reviens d'ailleurs au mois de mai, si je peux placer 2 mots, pour les funérailles donc, du papa Kamga, Cha. Voilà, donc au mois de mai, je serai là. D'accord. Et c'est avec beaucoup de plaisir, peut-être qu'on aura aussi l'occasion, pourquoi pas, de vous avoir aussi de passer sur nos antennes. Maître Désiré Sikati. Avec un capitaine comme vous. Merci à vous, Maître Désiré Sikati. Vous êtes avec nous. Hein. C'est carrément déjà un mariage parfait entre le service des sports d'Equinox Télévision et vous. Merci d'être venu ce soir. Ah bon, c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur votre plateau. L'émission est toujours agréable et je n'hésiterai pas à revenir si jamais j'ai le temps de le faire. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui avez été encore nombreux ce soir à regarder cette autre édition de 100% Foot. N'oubliez pas, la rediffusion, c'est ce mardi, lorsqu'il sera 16h30. Prochain rendez-vous, lundi prochain, lorsqu'il sera 20h45. Au revoir. Fondée en 1989, l'école de football Brasserie du Cameroun a été la première structure œuvrant pour la formation des jeunes footballeurs. La prestigieuse Coupe Top est unique en son genre, favorisant la découverte de talents sur l'étendue du territoire et par là même de futurs lions indomptables. Ils marchent ainsi sur les traces de Rigo Berson, Samuel Eto'o, Jérémy Gitap et celles de tous leurs glorieux aînés évoluant sur les terrains du monde entier et faisant notre fierté. Conscients de l'importance de notre mission pour le football et les footballeurs camerounais, nous accordons une attention toute particulière à la scolarité et à l'éducation de nos enfants, afin que demain ils deviennent des hommes responsables, intègres et performants, footballeurs professionnels ou non, mais des hommes éduqués susceptibles de devenir des acteurs à part entière de la vie du Cameroun. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.